Merci Caroline d'être arrivée ici au Aperum puisque vous étiez à Microsoft Experience juste avant. Absolument, merci à vous de m'accueillir. Alors on a parlé beaucoup de transformation. Vincent et Emmanuel ont parlé de l'importance du leadership, de la formation en fait, de l'homme dans cette transformation. Vous, Microsoft, en créant des solutions pour les petites et moyennes entreprises, mais aussi pour le grand public, vous êtes au cœur de cette transformation numérique. Ce qui implique quand même que vous-même en interne, que les collaborateurs soient sensibilisés, soient toujours sur l'innovation. Comment est-ce que ça se passe concrètement ? Alors, évidemment, Microsoft, comme nous sommes un acteur de la transformation numérique important, nous avons commencé notre propre transformation. Et quand on parle de transformation numérique, vous en avez parlé toute la journée, si j'ai bien compris, on parle de transformation des compétences des individus. Alors, notre enjeu dans une entreprise comme Microsoft, dans la transformation, c'est de développer des compétences nouvelles chez tous les collaborateurs et puis des compétences nouvelles chez aussi nos managers. Chez les collaborateurs, essentiellement, c'est deux choses. C'est la capacité à apprendre, c'est-à-dire comment on fait en sorte que chaque collaborateur dans l'entreprise soit le plus autonome possible pour pouvoir apprendre. C'est cette histoire de « je sais en permanence apprendre » et j'arrive à déclencher mes apprentissages de façon la plus autonome possible. Donc, on met en place des plans de formation où chacun peut y aller de façon libre, etc. La deuxième chose, ce sont des collaborateurs qui sont capables de travailler en collectif. Alors, ça fait longtemps qu'on en parle de cette histoire du collectif, sauf que dans la transformation digitale, ça multiplie les communications, les connexions, etc. Et l'idée, c'est en collectif, on arrive à se connecter rapidement, savoir qui il faut contacter pourquoi, pour quel projet, quels sont les processus de decision making, comme on dit. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend dans des organisations de plus en plus matricielles. C'est-à-dire que tout est connecté et pour résoudre une problématique, il n'y a jamais le même chemin, ou peut-être 2 ou 3 fois le même chemin, mais pas plus que ça. Donc il faut apprendre à travailler avec les autres. Et là, on développe beaucoup tout ce qui est ce qu'on appelle l'inclusion. Comment je fais pour travailler en collectif avec des gens qui sont pareils que moi et pas pareils que moi, en faisant le postulat qu'à plusieurs, avec des cerveaux différents, on arrivera à produire quelque chose de plus innovant. Et c'est bien notre enjeu dans la transformation numérique. Après, il y a le côté des managers. Et donc, le manager, dans cette transformation numérique, il a aussi un rôle différent, avec deux choses. La première chose, c'est je continue à gérer les fondamentaux, c'est-à-dire je donne des objectifs, je pilote, je conduis l'atterrissage de la performance, etc. Et en même temps, tout l'enjeu, c'est que je suis animateur de communauté, je suis un facilitateur, animateur d'équipe, un coach, un mentor. Ça fait beaucoup pour les managers et c'est ça l'enjeu. Et en termes est-ce qu'il y a toujours cette notion d'évaluation du manager ? Oui. Alors oui, ça ne change pas parce que le travail d'un manager, c'est de donner la direction, fixer les objectifs et évaluer. Après, ce que le manager va évaluer dans une entreprise comme Microsoft aujourd'hui, c'est un petit peu différent de ce qu'on avait jusqu'à présent. Il va évaluer ce qu'on appelle de l'impact. Et l'impact, c'est quoi ? C'est la combinaison de 3 facteurs. Les résultats que j'ai délivrés, la façon dont j'ai invité les autres à la collaboration pour pouvoir délivrer mes résultats, et la façon dont j'ai répondu positivement aux invitations à la collaboration. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de former les managers et les collaborateurs, enfin plutôt de mettre en place une culture qui rend chaque individu responsable aussi de la participation et de la création du collectif. Ça, c'est un vrai changement. Alors, en tant que DRH, du coup, vous échangez directement avec les collaborateurs, également avec les clients, les partenaires. Comment est-ce que vous voyez évoluer le marché et surtout, quelles sont les nouvelles compétences de ces managers ? Alors, les nouvelles compétences de ces managers, c'est quelque chose autour de... comment je pourrais dire ça ? De l'agilité. De l'agilité multiforme. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, un manager a ses casquettes traditionnelles de pilote, de contrôle, d'encadrement, et puis il a aussi des casquettes de mentor à un moment donné, de coach, de facilitateur, d'animateur d'équipe. Il a aussi une casquette qui consiste à dire je me mets en arrière et je fais en sorte de développer de l'empowerment, comment je donne de la responsabilité. Donc ce qu'on va chercher, c'est une capacité, une agilité, de l'adaptation, et puis des managers qui sont capables de mettre en place des expériences de nature très différente. Donc finalement, l'idéal, ça serait de trouver dans un manager peut-être un extrait de qualité de 5 managers d'hier. C'est ça l'enjeu dans le management. Enfin, en tout cas pour Microsoft, ce n'est pas une vérité ultime, hein, c'est la nôtre.
Et est-ce que vous favorisez le retour d'expérience et les échanges justement entre les managers? Est-ce que ça fait partie des éléments un peu essentiels dans cette transformation? Alors, dans cette transformation, bien sûr, on a poussé toute la dimension échange d'expérience et on le fait de trois façons. La première chose, c'est que dans une entreprise comme Microsoft, c'est un monde communicant très ouvert et on a des communautés d'échange. Voilà, donc on incite, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de contrôle, mais chacun appartient à une communauté, il a envie de partager un savoir-faire, une expérience. La deuxième chose, c'est toute la mécanique de feedback. Ça, c'est effectivement assez structuré. On a un outil de fixation des objectifs, de gestion de la performance qui oblige, entre guillemets, à aller chercher du feedback et recevoir du feedback entre managers, avec les collaborateurs. Et l'autre chose qu'on a faite qui est nouvelle depuis 18 mois, alors à la fois c'est nouveau et pas très nouveau, on a mis en place des cercles de co-développement. Alors chez nous on appelle ça des manager circles, parce que c'est un peu américain. Et en fait ce sont des groupes de 8 à 10 personnes avec un facilitateur externe où en fait on expérimente ensemble une problématique. Et on trouve, avec une méthode très structurée en 45 minutes, tous ensemble, des idées qui consistent à dire, ben voilà, aujourd'hui j'ai une problématique, moi manager, il faut que j'accompagne mes équipes pour créer plus de collectifs, j'y arrive pas sur tel projet, et on utilise les autres et ses pairs pour pouvoir trouver des solutions. Voilà, donc c'est 3 fois 3 heures sur un trimestre, et on revient la fois d'après pour partager ces expériences et les enrichir. C'est des mécaniques de co-développement, et avec une spécificité, c'est que ce temps appartient au manager. Nous, hiérarchie, comité de direction, on ne sait pas ce qui se passe dedans, ce n'est pas le nôtre, c'est un temps pour eux ensemble, pour partager, et en gros, c'est de la co-construction. Et est-ce que vous partagez des retours d'expérience aussi entre pays? Alors, les retours d'expérience entre pays, on essaye de faire 2 choses. D'abord, on a une équipe ressources humaines. Moi, j'appartiens à une équipe ressources humaines où nous sommes 14 DRH dans le monde. Et donc, on se réunit tous les trimestres. On était la semaine dernière. Donc, on fait beaucoup de partage. Et en même temps, c'est le temps pour nous aligner. Et puis, bien évidemment, après, dans toutes les équipes en dessous, on essaye d'inciter à la création de communautés. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'essayer de rendre dans notre fonction RH aussi, le retour d'expérience, ce collectif un peu spontané pour pouvoir apprendre des uns des autres. Donc, c'est une organisation très transverse. Et à tous les étages, on essaye de créer des connexions. En sachant que l'enjeu, c'est que je ne passe pas mon temps à créer des connexions, mais que j'accompagne mon équipe pour qu'elle se dise, tiens, créer une connexion avec tel pays et partager, c'est utile. Et ça fonctionne plutôt bien. Alors justement, maintenant plus particulièrement, vous, dans votre rôle de DRH, comment est-ce que vous voyez évoluer votre métier? Comment est-ce que vous voyez évoluer les ressources humaines? C'est une bonne question. Comment je vois évoluer les ressources humaines? De plus en plus, on demande au DRH d'être cette espèce de un peu expert de la conduite du changement, avec tout ce que ça doit avoir d'humilité là-dedans, parce qu'en la matière, voilà. Donc en gros, c'est comment accompagner les managers, les leaders dans la conduite du changement, parce que changer, ça se fait pas en 5 minutes, il y a du temps. En fait, nous, on est un peu gardien du temple, du fait que le temps du business n'est pas toujours la même chose que le temps de l'individu. Il faut arriver à les réconcilier. Courbe de deuil que tout le monde connaît. Hein. Comment on accompagne? La deuxième chose, c'est que, et c'est probablement, je crois qu'il y a une population de gens de marketing dans la salle, c'est que nous, HR, on a aussi énormément de données, et donc notre métier évolue. Comment, pour accompagner dans la transformation le plus vite possible, on donne les bons insights aux leaders, en utilisant et en combinant la donnée intelligemment. C'est ce qu'on appelle le HR Data Driven. Comment je fais pour arriver avec de la donnée sur les collaborateurs, les trends, la motivation, je ne sais pas quoi, etc. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis après, les grands enjeux, c'est aussi d'accompagner les organisations dans leur recrutement pour qu'on puisse aller chercher justement, je dirais, des collaborateurs qui sont très dans la dimension diverse and inclusion. Comment je fais pour aller chercher des gens pas pareils? Voilà, parce que les entreprises à forte culture, ce qui n'est pas toujours simple et encore plus dans la transformation, c'est que vous avez tendance à dire « je suis très ouvert » et quand les gens arrivent, comme la culture est forte, vous avez tendance à un moment donné à manger les différences. Donc nous, notre grand enjeu en matière de recrutement, c'est d'aller chercher des gens différents et de conserver leurs différents tout en leur permettant de fonctionner le plus efficacement possible dans la culture de l'entreprise. Et pour finir, du coup, si vous aviez 1 ou 2 conseils à donner à la fois aux managers et en même temps aux autres DRH, ou en tout cas à ces personnes qui sont responsables d'accompagner les collaborateurs dans cette transformation, est-ce que vous avez 1 ou 2 conseils? Moi, je trouve que ce qui est dans l'observation, ce qui est très puissant,
C'est aussi un de nos rôles côté DRH et peut-être au manager. C'est dans ce temps où le business va très vite, la transformation numérique, il y a tout un tas d'accélération, c'est de préserver du temps de partage pour partager l'expérience. Parce qu'on dit chez Microsoft que ce qui va être important, c'est l'usage et l'expérience en matière de culture, en matière de développement, des compétences managériales, etc. Ce qui est important, c'est d'expérimenter. Et peut-être qu'en tant que manager et DRH, on peut aider la machine de temps en temps à dire pied sur le ballon, prenons un peu de temps, réfléchissons 45 minutes, racontons-nous nos expériences, et à plusieurs, ça va être de la cross-fertilisation et on va trouver le moyen ensemble de transformer et peut-être d'avoir des nouvelles compétences managériales qui émergent et des nouvelles pratiques. Merci beaucoup, Caroline, pour ce retour d'expérience. Je vous remercie. Au revoir.